Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette première conférence de 2025 de nos chers et merveilleux CUT, Cinéma Uni pour la Transition, qui nous offre cette belle soirée autour de l'économie, l'écologie et le cinéma. Vous êtes dans une ancienne usine de 1912, cette usine qu'on appelle aujourd'hui génératrice d'énergie nouvelle. Et c'est un grand bonheur de pouvoir recevoir ce soir Juliette Vigoureux, Timothée Parrique et Cyril Dion, que je vous invite à applaudir chaleureusement. Merci beaucoup. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci évidemment au consulat de nous accueillir. Nous sommes CUT, Cinéma Uni pour la Transition, et nous sommes très heureux d'accueillir Timothée Parrique, qui a notamment publié Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance, dont on va avoir l'occasion de parler. Avec nous également Cyril Dion, cofondateur de l'association CUT, que vous connaissez, militant, et notamment, on va parler ce soir particulièrement des thèses que tu défends sur le rôle des récits, et vous allez pouvoir échanger tous les deux à ce sujet. Moi aussi, je défends des thèses, mon gars. Ouais, tu défends des thèses, ouais. Docteur Dion. Pour planter le décor simplement de la règle du jeu, on va échanger avec Timothée pendant... on a en tout une heure et demie. On va commencer par des questions que nous avons studieusement préparées avec Cyril, n'est-ce pas? Pour ensuite vous laisser la parole. On aura un temps d'échange dans la deuxième partie. Donc gardez bien toutes vos questions au chaud. Vous pourrez les poser à Timothée ensuite. Alors, d'abord, Timothée, et j'ai peur que ça arrive, mais imaginons que certaines personnes ici ne t'aient pas lu. Toi, donc chercheur en économie, spécialiste de la décroissance, du post-capitalisme, est-ce que tu peux nous exposer en quelques mots? Après, on parlera plus précisément du cinéma, de notre industrie, du rôle des récits, etc. Mais dans un premier temps, est-ce que tu veux bien, si parmi les gens ici présents qui ne connaîtraient pas la thèse, qu'est-ce que c'est la décroissance? Comment tu l'expliques en quelques mots? Ok, alors il y a déjà deux grandes nébuleuses conceptuelles qu'il faut identifier, celle de la post-croissance et celle du post-capitalisme. Donc on va dire le post-capitalisme, c'est une grande famille de théories critiques, de propositions, de stratégies, de transitions centrées sur la critique et donc le dépassement et les alternatives au capitalisme. La post-croissance, c'est assez lié, donc c'est un grand champ de pensée qui regroupe des concepts comme la décroissance, l'objection de croissance, la simplicité volontaire, des choses comme ça, qui fait une critique similaire au post-capitalisme, mais en partant d'un objet plus précis qui est celui de la croissance. Et dans ce champ de la post-croissance, et même collé avec celui du post-capitalisme, vu que c'est un concept quand même qui est partagé, on a cet objet un petit peu curieux de décroissance qui, moi, m'avait fait complètement chavirer. Enfin, quand j'étais étudiant en économie, on m'a parlé la première fois de décroissance. Je pensais qu'ils avaient fourché. D'ailleurs, même mon correcteur d'orthographe sur Word continue de me suggérer « Vous voulez pas dire recroissance ?» Non. Recroissance, ça existe? Ouais, c'est ça. Il met regrowth. Ça fait 10 ans que je suis dessus, j'essaie à chaque fois ajouter au dictionnaire, c'est toujours pas rentré. C'est comme si tu tapes sur Google minimisation des profits, il te dit vous ne voulez pas dire plutôt maximisation des profits? Bon, on verra après, mais donc la décroissance, c'est trois choses. C'est une théorie critique. Donc ça, on le verra, c'est très lié à l'objection de croissance, ça date aux années 70, le rapport Meadows, donc c'est une inquiétude sociale, environnementale, vis-à-vis de ce phénomène qu'est la croissance. C'est aussi une deuxième chose, on pourrait dire un projet de société. C'est ce qui va nous intéresser ce soir, c'est le côté un petit peu la décroissance comme utopie. Parce que nous, les chercheurs qui travaillons, chercheurs et activistes qui travaillent sur la décroissance, nous, quand on entend décroissance, on n'entend pas juste produire et consommer moins. On voit des éco-villages, des processus de prise de décision participatifs, on voit des prix libres, on voit des territoires avec des industries relocalisées, on voit des monnaies locales, on voit plein de trucs qui ne sont pas instinctivement reliables au terme décroissance qui fait juste un petit peu genre juste régime. Donc l'aspect utopique, c'est le deuxième élément. Et il y a un troisième élément qui est un petit peu la stratégie de transition. Donc moi, j'aime bien voir ça comme ça. C'est la décroissance, c'est à la fois un rejet,
un projet et un trajet. Et donc ce trajet, moi, c'est ça principalement que j'ai décrit quand même dans Ralentir ou périr. Donc cette définition à rallonge, une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifier démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être, donc une réduction de la production et de la consommation, ça c'est le phénomène avec 4 valeurs associées, soutenabilité, démocratie, justice et bien-être. Donc en gros, ça c'est un plan de transition avec des contraintes pour arriver à revenir sous le seuil des limites planétaires. Donc ça, c'est la décroissance vraiment comme stratégie. Et ces trois trucs, en fait, ça s'entremêle. Il y a des livres qui se focalisent sur la décroissance comme utopie, d'autres sur la décroissance comme critique, d'autres sur la décroissance comme stratégie de transition, des papiers, des rapports. Et c'est ça, en fait, c'est foisonnant. C'est quelque chose qui n'existait pas avant les années 2000 et qui aujourd'hui, voilà, 2 décennies après, on a des gens comme moi qui se retrouvent spécialiste de la décroissance. Je note spécialiste, c'est le dernier truc, parce que là, je me suis fait attaquer aujourd'hui par des médias suisses. Attaque coordonnée. C'est extrêmement rare. Se faire attaquer par des médias suisses, je crois que c'est la première fois que ça arrive. Ah non, mais c'est des vélociraptors, tu vois, ils étaient cachés depuis le début. Je suis arrivé à Lausanne en octobre, et là, ça dit rien. Et là, d'un coup, ils ont récolté des preuves. Genre, ils ont fait un contrôle F de ma thèse. Et ils publient un article. Timothée Paris a cité Marx plus de 100 fois dans les 800 pages de sa thèse. Ah bah oui, c'est louche, ça. Je suis un mec dangereux, moi. C'est pas une sorte de pastèque, un peu. Et ils me décrivent comme un chantre de la décroissance. L'autre mot, c'est un adepte de l'anticapitalisme. Tu vois, c'est un peu chelou. Moi, j'ai écrit une thèse sur la décroissance, ça fait de moi un spécialiste, un expert d'une certaine manière. Donc, j'ai exploré la chose. Donc, si on me pose des questions sur ce que l'on sait collectivement sur cet objet qu'est la décroissance, je peux y répondre. Mais c'est pas parce qu'on étudie quelque chose qu'on est forcément un adepte de cette chose-là. Donc, il faut faire la différence aussi entre la décroissance comme un agenda militant et juste l'étude de la décroissance, qui est quand même une étape un petit peu plus objective, même si c'est lié. Très bien. Si je résume, la décroissance comme chemin aussi. Alors, si les 3 volets que tu présentais, dans tous les cas, tu présentes la décroissance comme un chemin pour arriver vers ce que tu appelles aussi des économies harmonieuses qui lient donc justice sociale, bien-être, etc., ce que tu listais. Si on applique ça au champ du cinéma, qui parmi vous travaille dans le cinéma, est professionnel du cinéma ? Ok, donc on a quand même a priori une grosse majorité de personnes qui travaillent dans le cinéma. Je vais vous exposer quelques chiffres qui sont des chiffres, donc incontestables en l'occurrence, en tout cas ceux-là. Entre 2011 et 2019 ont été 2 années records de fréquentation pour les salles de cinéma, plus de 200 millions de billets vendus, ce qui n'a pas été le cas en 2024, pour un nombre de cinémas relativement stable, donc un nombre d'entrées stable. Et pourtant, il y a eu 11% de films, ne serait-ce que de films français, sortis en salle. Ce dont se réjouissent évidemment les professionnels, puisqu'il y a des enjeux d'emploi derrière, des enjeux aussi de diversité culturelle. Et pourtant, évidemment, ces films-là ont été moins bien exposés, moins vus, puisque les gens ont toujours 24 heures dans leur journée et qu'avec un même nombre de cinémas, on voit bien là une illustration de cette croissance qui ne peut être que bornée. Un autre chiffre, cette même année 2019, année record de fréquentation des salles de cinéma, est-ce que vous avez une idée du taux de remplissage moyen des salles pour une année record de fréquentation, encore une fois, 213 millions de billets vendus en 2019. Quel était le taux moyen de remplissage des salles de cinéma ? Donc tu veux dire combien de spectateurs dans chaque salle en moyenne ? En pourcentage, non, oui, alors pas en valeur absolue, en pourcentage, les salles étaient remplies. À combien de pourcents ? À combien de pourcents ? 4. Il y a des gens qui sont hyper optimistes. Ouais. 4%. Alors du coup, vous cassez un peu mon effet, les 4%, mais c'est 16%. Ça veut dire qu'une année record de fréquentation, alors ça n'exclut pas le fait que certaines séances des samedis à 20h aient été complètes, bien sûr, n'empêche que, en moyenne, les salles sont vides donc à 84%. Donc j'avais envie de te faire réagir à ces chiffres-là. Cette industrie du cinéma, mais c'est vrai à plein d'échelles, c'est vrai au niveau des festivals qui chaque année cherchent à avoir de plus en plus d'accrédités, quand bien même le nombre de séances est fixe, la ville n'est pas extensible, etc. Est-ce que pour toi, merci, c'est une forme d'illustration de... Est-ce que dans cette économie-là, singulière, qui est celle du cinéma, tu y vois aussi un cas de
vouloir produire sans prendre en considération les limites finies de notre planète. Mais, d'ailleurs, tu l'as de deux façons. C'est-à-dire que la quantité de ressources dont on a besoin pour faire un film est toujours plus importante. C'est-à-dire qu'on le voit même sur les caméras. Aujourd'hui, sur la définition des films. Tu fais des films en 4K, tu as besoin de plus de cartes mémoire, tu as besoin de plus de serveurs pour les stocker. Tu as des cartes mémoire qui aujourd'hui demandent des quantités de matières rares en fait, qui sont assez délirantes. Donc, tu as une espèce d'inflation technologique comme ça qui a un coût écologique important, mais il y a aussi ce que tu disais sur le fait que, au-delà même des cinémas, on pourrait parler des plateformes, on est aujourd'hui en train de parler quasiment de burn-out culturel. C'est-à-dire que tu as tout le temps des gens qui te disent « T'as vu telle série, t'as vu tel film ?» Et tu te dis « Putain, mais ah ouais, il faut que je regarde ça, il faut que je vois ça. » On a même plus le temps de les regarder. Donc, qu'est-ce que ça raconte de nos sociétés d'être dans cette espèce d'inflation permanente à la fois de matière et d'énergie, mais aussi de sollicitation de notre attention, d'une certaine manière. Et là, on a deux phénomènes, pas uniques, mais caractéristiques d'une économie capitaliste, c'est le productivisme et le consumérisme. Et là, lié... Alors, moi, la manière dont je l'interprète comme un économiste, c'est qu'on observe déjà une marchandisation de l'objet culturel qui est le film. Quand je dis marchandisation, c'est-à-dire que l'on en vient à traiter quelque chose comme une marchandise. Une marchandise, c'est quelque chose qui est un objet qui est préparé pour être échangé sur un marché, pour être vendu. Il y a des choses qui ne sont pas des marchandises, qu'on ne peut pas acheter et qu'on ne peut pas vendre. Et la marchandisation, c'est quand on prend quelque chose qu'on ne peut pas acheter ou qu'on ne peut pas vendre, ou culturellement qu'on n'avait pas l'habitude de penser ça comme un objet qu'on pouvait acheter et vendre, et qu'on le transforme en objet. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? On marchandise quelque chose. À partir du moment où on marchandise quelque chose, on peut avoir tendance à ne plus voir cet objet pour ce que Karl Marx appelait sa valeur d'usage. T'as encore cité Karl Marx. Merde. Je pense que s'il y a des Suisses qui sont là, ça va mal se terminer. Hein. Sa valeur d'usage, donc la qualité d'un film, c'est-à-dire sa capacité à raisonner avec une audience, on va dire à satisfaire un besoin dans le sens vraiment très holistique du terme besoin, hein, pas juste besoin essentiel, et la valeur d'échange. La valeur d'échange, c'est juste le fait que ce film va faire des entrées, des gens qui sont prêts à payer, et donc que va y avoir un retour sur investissement. Et c'est ça, vraiment, véritablement, de se dire l'objet du cinéma, de dire je vais mettre de l'argent pour créer quelque chose que je vais vendre et je vais pouvoir faire un profit. Donc, se penser profit. Et ça, pourquoi est-ce que ça introduit un certain productivisme ? Parce que ça peut attirer des intérêts des gens, en fait, qui veulent se dire tiens, je me suis fait pas mal d'argent là avec le petit Jurassic World. Est-ce que j'en ferais pas un deuxième et un 12e et plus ? Et si j'en fais un par an, mais est-ce que j'en ferais pas 2 par an ? Et donc là, on a ce qu'on appelle un moteur de croissance. Vous imaginez, là, macroéconomiquement, quand on regarde une économie, vous avez plein d'entreprises qui se tirent la bourre pour à chaque fois produire plus, donc du productivisme à l'échelle micro ou mésoéconomique. Macroéconomiquement, ça crée un petit peu ce que tu as très bien décrit comme cette espèce d'inflation où, j'imagine, des maisons de production vont essayer de faire de plus en plus de films. Et bien sûr, pour que ça marche, il faut créer une culture consumériste, parce que sinon, en fait, les gens, ils vont pas acheter le truc. Donc, la publicité, par exemple, c'est vraiment un moteur de consumérisme qui va servir justement à préparer donc une culture de consommation qui puisse permettre d'écouler cette production qui augmente d'année en année. Donc, pour pouvoir avoir ce qu'on appelle la croissance économique, une augmentation du rythme de production et de consommation, il faut que ces deux choses augmentent. Donc, on produise de plus en plus et qu'on consomme de plus en plus. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que ce mécanisme de marchandisation, donc de prendre quelque chose et de le transformer en marchandise, il se passe aussi à l'inverse. On peut démarchandiser quelque chose. Aux États-Unis, par exemple, à un moment donné, ils avaient essayé de marchandiser le don du sang. En France, le sang, il n'est pas marchandisé. Vous pouvez donner votre sang, mais vous ne pouvez pas recevoir d'argent. C'est quelque chose qu'on garde en dehors de la sphère marchande, pour des raisons morales. Et c'est protégé juridiquement. Aux États-Unis, au bout d'un moment, ils se sont dit, mais attends, imagine, on se met à donner de l'argent aux gens pour leur sang, ils vont donner beaucoup plus de sang, parce que là, pour l'instant, s'ils le donnent gratuitement, les bolos, là, avec de l'argent, ça va plus. Et donc, ils ont marchandisé ça, et ils se sont rendus compte, en fait, que les gens donnaient moins.
Donc ça, c'est des choses qu'on sait en sciences économiques. En fait, il y a toujours des batailles entre différentes catégories d'incitation. Donc des incitations monétaires qui sont batailles contre des incitations morales et incitations sociales. Donc les gens qui donnaient leur sang pour des raisons en fait morales ou sociales, quelque chose vraiment pour aider le prochain, bah, si tu leur proposes 5 balles pour du sang, là d'un coup ils vont se sentir insultés. Certains philosophes disent que c'est la corruption en fait du don. Et donc là, on pourrait imaginer, et je pense quand on rentrera un petit peu dans l'élaboration d'une utopie post-capitaliste, que certaines sphères qui ont été marchandisées deviennent démarchandisées. C'est-à-dire que sortent un petit peu de la logique de la quantité monétaire et reviennent sur une logique de valeur d'usage centrée sur la qualité. Sauf que le cinéma, contrairement d'ailleurs à d'autres expressions artistiques, est né avec la révolution industrielle et est né notamment grâce au pétrole qui a permis de fabriquer des pellicules, etc. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire du film sans beaucoup de ressources, mais y compris beaucoup d'argent. On a besoin de ça. Donc, imaginez qu'on puisse démarchandiser le film alors qu'on ne sait pas faire un film sans beaucoup de moyens. C'est différent de la peinture, de l'écriture, d'autres types d'expressions artistiques. Le film... Enfin, l'industrie du cinéma a quand même vraiment ces deux jambes-là. C'est à la fois, évidemment, de la culture, mais c'est aussi une industrie. Ce qui rend compliqué aussi l'idée de pouvoir éventuellement démarchandiser le film. Je m'inscris quand même en faux, chers collègues. Il y a quand même, à la fois, au moment de la nouvelle vague, au moment du dogme, une tentative artistique de simplifier considérablement toute la logistique qu'il y a autour de films, d'arrêter d'avoir des camions à ne plus en savoir qu'en faire avec du matériel dedans pour aller vers une ultra simplicité qui est une forme de décroissance d'une certaine manière. Que ce soit une décroissance, certes, ça peut pas rendre pour autant non marchandisé le film. Bien sûr, mais c'est vrai qu'on peut faire moins que ralentir. Clairement, on sait dans le cinéma qu'a priori on a une belle marge de manœuvre devant nous pour ralentir. Donc oui, bien sûr, mais il y a quand même un enjeu économique sous-jacent. Mais quand tu démarchandises quelque chose, c'est pas que ça devient non économique. Par exemple, les services publics demandent des ressources gigantesques. Même, enfin, c'est un très mauvais exemple, c'est pas une expression artistique, mais genre un missile, ça coûte ultra cher. Genre, il y a des missiles, ça vaut genre 1 million. Si tu vas acheter un avion de chasse, t'en as, c'est 60 millions. Tu vois, c'est vraiment très très cher, ces trucs. Et pourtant, c'est des choses qui sont organisées. Bon, bien sûr, il y a une industrie derrière, mais à partir du moment où ça devient un service public, c'est gratuit dans le sens où c'est financé à travers l'impôt. C'est ça la différence entre la marchandisation et la démarchandisation, c'est que les biens démarchandisés, ils ne sont pas financés par l'usager final qui va décider de payer son usage du F-16. Non, c'est une cotisation générale qui va financer un service public. Tu as beaucoup d'usage du F-16, toi, dans ta vie de tous les jours ? Mais moi, je me souviendrai toujours, je crois que c'était en 2018, où ils avaient fait une campagne pour apprendre sur ses impôts, que financent mes impôts. Et moi, j'avais ouvert le truc, et il m'avait mis un poster moche, en plus, au rouge, avec un mec dessiné un peu, tu vois, par l'IA, devant un tank, et qui m'expliquait « Vos impôts contribuent à acheter... un tank à 70 000 balles, je sais pas quoi, et tu te dis bon. Donc, tout ça pour dire avec que... beaucoup de pudeur. Bon. Même un projet pharaonique, quelque chose d'extrêmement cher, en fait, n'est pas plus faisable à partir du moment où tu l'ancres dans la logique capitaliste. D'ailleurs, on pourrait dire il est moins faisable, vu que la logique capitaliste, elle a quand même une contrainte indépassable. C'est qu'il faut que ça soit lucratif. Genre construire une pyramide, le capitalisme, il peut pas faire. Une cathédrale non plus. C'est pas possible. Il peut faire plein d'autres trucs. Mais il peut pas faire ces grands projets, en fait, qui vont créer une valeur qui est tellement long terme ou tellement gratuite que ça fonctionne pas dans son logiciel. Et le cinéma, enfin, on pourrait voir ça comme ça. Une œuvre cinématographique qui va satisfaire des besoins, apporter du plaisir sur des générations, qui va capturer un moment civilisationnel pour l'éternité. On se dit, est-ce que c'est vraiment une décision qui devrait être prise par 3 mecs en costard dans une boîte de prod qui disent, est-ce que ça va me permettre d'acheter des bitcoins ? Pas sûr. Complètement. D'ailleurs, c'est à ça qu'on est confronté en permanence pour les gens qui écrivent ou qui réalisent dans cette salle. Moi, très récemment, je me suis retrouvé dans une situation où l'interlocuteur que j'avais me disait
moi je veux faire rêver mon board, tu vois. C'est ça toute la trajectoire artistique du projet. Alors évidemment, là tu comprends qu'en fait tu es face à des marchands, effectivement. Et c'est aussi ce en quoi on a transformé d'une certaine manière un certain nombre d'exploitants, de ce qu'on appelle d'ailleurs exploitants, comme dans l'agriculture de cinéma. C'est-à-dire que il y a le congrès des exploitants donc chaque année, et pour rigoler, les gens du cinéma disent que c'est le congrès de la confiserie, parce que tu sais, au cinéma, tu gagnes plus d'argent à vendre des pop-corn ou des Mars ou des glaces que parfois à vendre les films que les gens viennent voir. Donc c'est là qu'on comprend que ce métier qui est à l'origine un métier profondément artistique, où on essaie de transmettre des représentations du monde, des élans de perception, d'émotion, est devenu un endroit qui est majoritairement intéressé à gagner de l'argent, oui, et à faire de la croissance. Il y a une différence fondamentale, c'est ce qu'on appelle la validation sociale de la valeur en économie. C'est comment, en gros, est-ce qu'on décide d'attribuer de la valeur à quelque chose. Là, j'imagine, dans le système actuel, donc c'est une boîte de prod qui va brainstormer, qui va faire, OK, on a 2-3 idées de films, peut-être il y a des gens qui vont leur envoyer des scénarios ou des propositions comme ça, et ils vont décider. Et ensuite, ils vont faire le film, et après, ce sera vous... La plus grande difficulté, c'est les diffuseurs, plutôt. C'est-à-dire que la boîte de prod, elle va voir Netflix, elle va voir un distributeur de cinéma, et c'est en général ces gens-là qui décident si le film va se faire ou pas. Le producteur... Dans tous les cas, tu as toute une hiérarchie de décision, mais le consommateur final, lui, n'intervient qu'au moment où il va choisir un petit peu de regarder les films disponibles sur Netflix ou au cinéma, un peu comme dans la logique d'un supermarché. Tu vas faire tes courses au supermarché, tu peux choisir entre 10 marques de pâtes, mais tu peux pas choisir la 11e qui n'est pas disponible. Et ça, donc, c'est un système de validation sociale qui est spécifique. Donc, par le pouvoir d'achat, on dit tu votes avec ton porte-monnaie. S'il y a beaucoup de gens qui vont acheter des places pour ce film, ça valide socialement la valeur de ce film. L'information remonte dans la boîte de prod, les diffuseurs qui se disent on a fait un bon choix. Si c'est pas le cas, on a fait un mauvais choix, et c'est comme ça que ça écrème. Mais on pourrait très bien imaginer, et c'est le cas pour d'autres, un autre système de validation sociale. Là, je pars en roue libre, mais je ne sais pas si vous avez déjà fait partie d'épiceries participatives ou de coopératives de consommateurs, où en gros, vous vous réunissez, je ne sais pas, plusieurs fois par an, et vous choisissez ensemble, par exemple, combien de marques de pâtes on va avoir, et tu as le producteur de pâtes qui viennent, qui font ouais, voilà, moi je m'appelle José, je produis mes penne, là, machin, avec mes trucs, je les fais comme ça, vous pouvez les goûter. Tu fais ok, José, il est pas mal, et après tu as un autre, et tu fais ah là, elles sont moins bien. Donc là, on pourrait très bien imaginer un protocole un petit peu plus participatif de validation sociale, plus en amont, ou qui permettrait aux gens, c'est un peu la logique du crowdfunding, tu vois, des petits films indépendants, j'imagine, qui arrivent à récolter des fonds de personnes qui disent, voilà, moi je vais acheter ma place avant que le film soit prêt pour lui permettre d'exister. Donc là, on voit juste que ces protocoles de décision, c'est la même chose. Là où ça devient important, c'est dans le contexte d'une transition écologique où on a des budgets écologiques limités. Parce que là, pour l'instant, on a beaucoup parlé des limites financières, mais les limites financières, c'est quand même quelque chose d'assez humain, d'assez administratif. C'est une question d'allocation, c'est une question de se mettre d'accord. Par contre, il y a des choses avec des limites avec lesquelles on ne peut pas négocier. Ça va être des budgets carbone qui vont, j'imagine, contraindre les transports, qui vont contraindre les endroits où tu peux filmer, qui vont peut-être contraindre le nombre de séances que tu peux avoir dans un cinéma, le nombre de cinémas que tu peux avoir dans une ville. Donc, ça va être en fait des contraintes réelles. Et là, c'est là où ça devient absolument fondamental de repenser le protocole de validation sociale, parce que s'il faut faire moins, ça veut dire qu'il faut sélectionner. Et dans un système où le cinéma est hautement marchandisé, c'est-à-dire qu'on laisse cette décision en fait à toutes ces personnes dont tu parlais, qui sont dans la hiérarchie et qui vont pouvoir décider, nous, vous savez quoi, on va garder les films les plus lucratifs. Et ça va évacuer un certain pluralisme culturel, et c'est très dangereux, d'où le concept un peu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de démocratie économique. C'est un peu curieux ce concept, mais c'est de se dire, les décisions économiques, c'est pas juste, si vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous décidez de quoi produire, et si vous êtes consommateur, vous décidez de quoi l'acheter. Non, ça peut être aussi des versions hybrides, comme dans les coopératives de production ou les coopératives de consommation, ou comme dans les communs. Le lieu, par exemple, ici, si on pourrait considérer ça comme une sorte de commun, où vous avez un multisociétariat ou un groupement de personnes de manière associative qui va prendre des décisions ensemble. Et ça, c'est une partie intégrante de la démarchandisation. Mais on est en train de rentrer justement dans la partie qui nous intéressait sur les récits, c'est-à-dire que
la grande difficulté à laquelle on est confronté face au capitalisme, à une forme de religion de la croissance, c'est que ce récit-là est diffusé par de multiples canaux qui ont énormément d'argent pour pouvoir le matraquer ad nauseam à longueur de temps, que ce soit les films, que ce soit les séries, que ce soit les pubs, que ce soit les chaînes d'infos, que ce soit les grands médias. Et ce récit est une sorte de promesse. J'écoutais encore Elon Musk au moment du discours d'investiture de Donald Trump, quand il n'était pas en train de faire son salut nazi. Il disait, il faut que vous ayez envie qu'il y ait des choses qui vous donnent envie de vous lever chaque jour pour construire un avenir dans lequel vous auriez envie d'habiter. Et alors pour lui, c'était le transhumanisme, c'était le fait de pouvoir aller sur Mars, mettre un drapeau américain. Et on voit bien que ce récit-là, qu'on appelait le récit du progrès dans les années 60-70, sans vraiment bien définir quel était le progrès, est aujourd'hui en train de devenir un récit de l'être humain augmenté. On est déjà augmenté d'une certaine manière. On est augmenté parce qu'on peut aller plus vite avec nos voitures que si on courait. On est augmenté parce qu'on a des téléphones qui, en 2 clics, nous permettent de nous faire livrer de l'argent chez nous, justement d'avoir une voiture qui vient nous chercher, de pouvoir parler à quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète en temps réel. Ce récit-là continue à susciter du désir chez plein de gens. À côté de ça, le récit de la décroissance, notamment à cause de ce que les médias en font, semble être un récit atrocement punitif. C'est en gros, d'un côté, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux grâce à la technologie, ça va être incroyable, et de l'autre, tu vas manger des patates pourries, et en fait, tu pourras plus manger de viande, tu pourras plus prendre l'avion, tu pourras plus prendre ta voiture, il faudra que tu vives un peu dans le noir, parce qu'il faut faire des économies d'électricité. Évidemment que personne n'a de désir profond pour ce récit-là. Donc, quel type de récit de la décroissance tu pourrais nous faire ce soir qui soit une trajectoire de sens suffisamment désirable pour que des gens puissent avoir envie de l'adopter? C'est la bataille centrale aujourd'hui. Les récits existent. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de lire un peu des romans d'utopie à la Ecotopia, un vieux livre de 1975, ou peut-être des romans plus modernes, Paresse pour tous en France, Voyage en Misarchie, Another Now de Yanis Varoufakis. Ces romans où à chaque fois un personnage se retrouve propulsé dans une société post-capitaliste, où tu lis ça, tu fermes le livre, tu vas dans la rue, tu te retrouves confronté à une publicité pour des rouleaux de toilette qui se dissouent dans l'eau, et tu te dis, en fait, j'ai pas envie de revenir. Et là, c'est là où tu vois que le récit marche. Alors, moi j'ai une question à vous, les spécialistes du cinéma, c'est pourquoi, malgré l'existence donc, de ces histoires quand même assez folkloriques, exubérantes, enfin, j'imagine des choses quand même qui passeraient bien à l'écran, on n'a pas vu depuis donc, la première Ecotopie en 1975 d'adaptation au cinéma de ces récits d'écologie utopique. Là, on parle même pas de post-capitalisme, mais c'est niche, mais juste, ça peut être n'importe quoi, un film, une comédie romantique, un drame, mais qui se passe en fait dans le contexte d'une société qui a réussi à revenir sous le seuil des limites planétaires. Et parce que très souvent, c'est considéré comme étant des mauvaises histoires. C'est-à-dire qu'une bonne histoire, c'est une histoire où il y a énormément d'adversité. Le principe d'écrire un scénario, c'est en gros de créer une péripétie pour tes personnages, de les mettre dans une situation dans laquelle ils vont devoir surmonter des obstacles pour parvenir à un objectif que tu leur as fixé. Donc je pense que pour en avoir discuté avec beaucoup de scénaristes et de réalisateurs et de réalisatrices, il y a une espèce d'idée préconçue qui est ah bah oui, mais enfin si on raconte une histoire utopique, il n'y a pas tout ça. On est déjà arrivé à l'endroit où on voudrait qu'il soit. Donc éventuellement, on pourrait avoir envie de raconter l'histoire du trajet qui nous emmène à cet endroit utopique, qui va demander de se battre contre les personnes qui nous en empêchent. Et par ailleurs, même les scénaristes qui voudraient se lancer dans ce genre de récit se voient opposer la frilosité beaucoup, ce que tu disais Cyril, des diffuseurs, qui soit c'est... je caricature, mais enfin, c'est quand même ce que se voient opposer des scénaristes. Soit c'est trop cucu,
en gros. Alors effectivement, parce que les récits, au-delà des récits culturels, des récits politiques des Amish et de la lampe à huile, mais soit c'est sombre, c'est austère, et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que quand on imagine des croissances, toi, tu y vois plein de choses positives, mais que même si les scénaristes, et il y en a quand même des scénaristes qui ont envie, qui ont lu la même chose que toi et qui aimeraient, eux, quand ils ont franchi cette barrière-là, il y a toujours cette opposition financière de ce n'est pas recevable en l'état par le public dont j'ai besoin pour rentabiliser. C'est ce qui nous est arrivé avec Demain. Quand on a essayé de monter ce film, d'abord moi tout seul et puis ensuite avec Mélanie, on me disait ça va pas du tout marcher ton truc là. Ce truc positif là, les gens ils veulent pas du positif. Les gens ils veulent du sang, des larmes, du drame. Donc il a fallu qu'on passe par le financement participatif, justement, parce que personne ne voulait le financer. Donc par exemple, tu parlais de Paresse pour tous. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, faire un petit pitch, comme on dit dans le métier, de cette histoire ? Alors, Paresse pour tous, c'est une fiction des élections de 2021, où on a ce personnage principal, qui s'appelle Émilien, qui est une sorte de prix Nobel d'économie, spécialiste de la réduction du temps de travail. Donc il a publié, je me souviens plus du titre du livre, mais on dirait un peu genre un Thomas Piketty, mais pas concentré sur les inégalités, concentré sur la réduction du temps de travail. Et au fil de l'histoire, au début, Émilien, qui est juste un universitaire, un peu posé, avec sa famille, enfin ces trucs, se retrouve propulsé à devenir candidat à la présidentielle avec un programme centré autour du slogan « Paresse pour tous ». Parce qu'il écrit un grand livre sur la paresse au XXIe siècle, où je ne sais plus comment ça s'appelle, où il explique des données, d'ailleurs, des connaissances qui existent sur la littérature, sur la réduction du temps de travail, qui expliquent très bien qu'on pourrait travailler beaucoup moins aujourd'hui. Et donc, il dit, si on pourrait travailler beaucoup moins aujourd'hui et que ça serait un bénéfice social, écologique et même en termes de productivité économique, pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps à bosser alors que ça nous rend misérables ? Et donc, cette idée instinctive, elle est opposée par beaucoup, mais en fait, il finit par gagner. Donc, après, il y a La vie est à nous, c'est la suite, le tome 2, où là, il forme un gouvernement. Donc, c'est une fiction politique qui crée une véritable bifurcation dans notre imaginaire de se dire ça aurait pu se passer autrement. Quand tu lis Paresse pour tous, tu reviens en 2021 où j'ai l'impression aujourd'hui que notre relation avec la politique, elle est un petit peu blasée. Il n'y a pas d'alternative, quoi qu'on fasse. On vote pour la gauche, t'as un gouvernement de droite, des choses comme ça par exemple. C'est ça, tu te dis c'est presque écrit quoi. T'as l'impression d'être dans les Sims. C'est de pas avoir une véritable autonomie. Et donc ces récits qui nous donnent un sens des possibles, qui étendent en fait l'arbre des possibles, qui éduquent notre désir pour quelque chose que nous n'avions pas osé désirer jusqu'ici, ils ont une valeur. Après, le problème c'est que ça reste un livre et un film ou une mini-série ou quelque chose comme ça serait beaucoup plus puissant. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là alors, dans ce monde de la paresse pour tous ? Ce monde-là, alors moi, je vais vous parler des choses qui... Et là, je vais vous faire un petit mix. Parce que pas seulement Paresse pour tous, je vais vous faire un petit mix des utopies écologiques sur des trucs très banals. Déjà, on en a parlé, la publicité. Si la publicité, en fait, c'est juste une espèce de propagande commerciale pour écouler des stocks, ça fait chier tout le monde, c'est moche, c'est là... imaginez déjà votre vie quotidienne sans publicité. Autre chose, les données personnelles qui aujourd'hui sont en voie d'être marchandisées. On en a parlé, avant c'était pas une marchandise, vos données personnelles. C'est vraiment en voie d'eux. On peut dire que c'est déjà fait. C'est vrai que ça a pas mal, ça a bien commencé. Ça a bien avancé cette affaire. Combien de milliards de clics quotidiens pour j'accepte de machin, les cookies de je sais pas quoi. Donc ça c'est devenu quelque chose de notre quotidien. Imaginez à quoi ressemblerait Internet sans déjà publicité sur Internet, sans capture des données. Un autre élément utopique. Ça s'appelle être vieux, ça, parce qu'on a connu ce moment-là. Alors, je ne prône pas un retour vers le passé, mais c'est vrai que certaines tendances peuvent être inversées. C'est comme quand tu dis à quelqu'un d'un certain âge, tu leur parles des épiceries, des zéro déchets, ils te font « Ah oui, tu veux faire comme avant, comme dans la petite maison dans la prairie, en fait. » Mais, alors, il y a
je pense, ce malentendu de la décroissance, souvent quand on calcule, on se dit on dépasse les limites planétaires, on regarde ce qu'il faudrait faire pour revenir, on calcule l'équivalent en PIB et ensuite on revient dans le passé pour voir à quelle période ça correspondrait. Par exemple, pour la France, c'est les années 60. Et donc, moi, on me dit, tu reviens dans les années 60, et j'ai débattu avec cet économiste en France, Philippe Aghion, qui est l'un des spécialistes mondiaux de la croissance, et il arrive sur scène, ultra arrogant, le mec, il prend le micro, il fait, vous savez quoi, ce débat, il va être terminé en une phrase. Tu vois, j'ai l'impression que j'étais dans un combat de MMA, tu vois. Et en une phrase. J'ai le plié, le pied. Monsieur Parik, est-ce que, oui ou non, vous êtes pour la décroissance? Oui. Est-ce que, oui ou non, vous voulez retourner aux techniques des dentistes des années 1940? Donc moi déjà j'étais choqué. Papérultique, le mec ne savait pas ce que c'était que la décroissance, il n'avait pas préparé du tout. Mais ça montre bien que, en fait, le protocole de prise de décision sociale, on peut très bien, ça s'appelle le discernement technologique, décider de garder certaines technologies de pointe appliquées pour la médecine et se débarrasser de certains pesticides, de certains méga chalutiers, de certaines techniques de capture de données personnelles. Ce qui importe, c'est qu'on a des budgets biophysiques limités. Donc on ne peut pas tout faire. Et donc on doit se poser la question de l'utilité sociale et faire des hiérarchies de ce qu'on appelle des empreintes bien-être et évacuer les trucs qui nous dérangent, mais on peut garder le meilleur de la modernité tout en évacuant l'excroissance des choses complètement inutiles. Mais juste un autre élément, parce que moi ça me perturbe beaucoup. 99 centimes. Ces prix-là. 99 centimes. Tout est... Non mais... Vous savez que ça a été inventé à un moment donné. Prix magiques. Ouais, c'est ouf. C'est-à-dire que moi, je trouve ça ultra insultant comme économiste. J'achète un truc, si c'est pas un prix rond, tu dis que t'as un mec qui sûrement, je pense, est sorti d'une école de commerce, qui se dit, ça coûte 1 euro, mais tu sais quoi, je vais mettre 99 centimes. Comme ça, les gens, ils vont penser que c'est moins cher. Tu vois, c'est pas genre, t'as pas l'impression de te faire insulter à chaque fois que tu rencontres une étiquette au supermarché. Donc moi, t'imagines ma journée, je suis là... Waouh. Tu vas dans une épicerie participative, en fait, tu détermines le vrai prix des choses. La probabilité pour que le vrai prix des choses tombe sur 99, elle est très faible. Ça va être du 84, ça va être du 62, ça va être du 25. Ça va être des prix pile si on détermine des choses de manière simple. Donc, rien que cette chose-là, imaginez un monde avec des prix fixes, enfin fixes dans ce sens-là. Imaginez aussi d'autres protocoles de paiement. Allez, je vous en donne un, les prix libres. Alors, j'imagine, vous avez déjà fait l'expérience dans certains événements. Le prix libre, c'est quoi? On appelle ça aussi des prix inégaux. C'est un prix où vous l'autodéterminez vous-même. La participation consciente, on dit parfois aussi. Ah oui, je connaissais pas. Ah, oui. Participation consciente. Et en fait, il y avait une belle étude sur un café à Amsterdam qui a fait ça depuis très 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 longtemps, qui avait regardé des données pour essayer de voir à quel niveau les prix se stabilisaient. Et en fait, tu te rendais compte que les prix se stabilisaient sur les prix à peu près normaux d'un café. Mais la différence, c'est bien sûr que ces endroits, ils sont beaucoup plus inclusifs. Parce que quand tu as un fort pouvoir d'achat, tu vas te dire, voilà, moi je vais payer plus. Et quand tu as un faible pouvoir d'achat, c'est normal, tu profites d'un prix inégal. Alors que dans le capitalisme, si tu meurs de faim, tu vas dans un supermarché pour acheter une pomme, si tu n'as pas les 1 euro pour acheter ta pomme, tu n'auras pas ta pomme. Que tu sois sur le point de mourir de faim ou que tu aies déjà mangé 16 000 pommes juste avant. C'est quand même bizarre. Donc imaginez une économie où les prix seraient déterminés sur les besoins. Et là, je connecte avec un autre truc. Je ne mets pas un tunnel, mais c'est dans le livre de Emmanuel Dockès, Voyage en misarchie. Parce qu'Emmanuel Dockès, c'est un spécialiste des prix immobiliers, un juriste à l'université de Nanterre, qui a écrit ce roman. Il s'est bien fait plaisir. Les prix immobiliers sont déterminés en fonction de la valeur d'usage. C'est-à-dire, quand vous achetez une maison ici, que ce soit toi qui l'achètes, moi ou toi, c'est le même prix. Ok, on achète la maison. Pas en misarchie. En misarchie, le prix, il est déterminé en fonction de la valeur d'usage. Donc, si tu as 80 ans et que tu achètes une maison, tu ne paieras que 20% du prix de la maison. Parce que tu vas vivre 20 ans dans cette maison. Si tu l'achètes à 20 ans, tu vas payer 80% du prix. Parce que potentiellement, tu vas vivre 80 ans. Et bien sûr, il y a une caisse collective qui fait les transferts, parce que pour pas qu'il y ait une compétition entre, bien sûr, les jeunes et les vieux. Donc, ça égalise macroéconomiquement, c'est la même chose. Tu peux vendre et acheter le même nombre de maisons, c'est vraiment un système équivalent. Mais il y a un système, comme pour les prix inégaux, qui est quand même beaucoup plus juste que l'autre, qui évite la spéculation immobilière, où tu as complètement démarchandisé l'immobilier. Et en fait, c'est ces idées
Quand tu vas en Misarchie, quand tu lis Emmanuel Docès et tu reviens, et tu regardes un petit peu pour ceux qui cherchent à acheter quelque chose, tu te dis, mais ce système, en fait, il est pourri. Mais tu parlais tout à l'heure de démocratie économique, parce que tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, que ce soit sur la forme de l'industrie ou sur la manière dont on représente une société post-capitaliste ou décroissante, on entend quand même qu'il y a une nécessité de consensus. Il y a un moment donné, il faut aussi être capable de définir collectivement ce qu'est le bien-être, ou ce qu'est l'intérêt public, ou ce qu'est, en tout cas, la valeur. Tu parlais de valeur sociale, mais en fait, à quelle échelle ça peut se jouer ? Parce que est-ce que l'échelle d'un État, par exemple, c'est pas trop grand pour lisser les prix, comme l'exemple sur le marché immobilier, etc., dans le cinéma, sur la valeur du cinéma. Par exemple, c'est pas tout à fait lié, mais pendant le Covid, ça a été considéré comme une pratique non essentielle, alors que tout un tas de gens, évidemment les professionnels du cinéma, ils voyaient un bien d'intérêt public et une pratique d'intérêt public est nécessaire. Donc en fait, il y a quand même cette nécessité, si on dit que de toute façon, si certaines continuent d'imposer un modèle marchandisé ou des récits capitalistes, est-ce que c'est viable pour, même si la nécessité de consensus ne rend-elle pas utopique l'application et dans les récits et dans la forme ? Alors je pense pas, parce que aujourd'hui, dans une économie de marché capitaliste, on a l'habitude de faire des choix sous contrainte. Donc vous avez un salaire, j'imagine, et donc vous allez arbitrer en fonction de vos préférences. Vous allez le dépenser sur les choses qui vous font plaisir ou vous considérez les plus essentielles. Pareil, chaque mairie, elle a un budget. Elle fait la même chose. Chaque entreprise, elle a un budget. Elle fait la même chose. Un État. Donc en fait, on a ces niveaux où des personnes font des choix d'arbitrage. Le problème, c'est que ces choix d'arbitrage, ils se font avec la mauvaise mesure. Imaginez, à partir de demain, un virus informatique prend contrôle de l'économie française et efface l'intégralité de toutes les données monétaires. Vous vous connectez sur votre compte en banque, vous savez plus combien vous avez. Impossible de savoir. Là, l'économie, elle peut continuer à fonctionner. Il faut prendre les mêmes décisions. Vous êtes dans une entreprise, vous allez faire, est-ce que je continue à faire plus de chaussures A, B, C, j'en fais combien de paires ? De la même manière, vous êtes une mairie, il faut fonctionner, vous êtes un hôpital, est-ce que je commence plus de ci ? Mais vous n'avez plus le critère de comparaison. Et là, on imagine de passer à plus de critères monétaires à un autre critère peut-être biophysique. On peut dire le carbone ou quelque chose d'autre. En Suisse, ils ont par exemple l'unité de charge écologique. C'est une espèce d'équivalent monétaire qui prend en compte toutes les atteintes à l'environnement qui te permet de comparer différentes choses. Et en fait, on pourrait faire un arbitrage là-dessus. Et là, on voit encore que l'économie, elle fonctionnerait de manière équivalente. C'est ça où on se rend compte que c'est pas utopique. C'est-à-dire que tu changes un truc, en fait, tout continue. On peut continuer à travailler, on peut continuer à produire, on peut continuer à mobiliser, mais on va faire des choix différents. Et bien sûr, il y aura des contraintes qui seront différentes. Aujourd'hui, dans une économie rationnée de manière monétaire, il y a des choses qui sont impossibles. Donc j'imagine de t'acheter, si tu es au salaire minimum, tu ne peux pas t'acheter une maison à Paris. Ça, c'est une impossibilité. Si tu te dis, voilà, moi je suis au SMIC, je veux m'acheter une maison à Paris, là c'est utopique dans une société capitaliste, ok ? Alors qu'aujourd'hui, si un milliardaire dit, moi tu sais quoi, je vais acheter 10 000 voitures et les jeter dans l'espace ou les jeter dans la mer ou manger du sushi de dauphin, c'est pas utopique parce que c'est faisable, c'est possible. Si on inverse et qu'on se projette dans une économie où il y a un arbitrage biophysique, là, les impossibilités changent. C'est-à-dire que là, d'un coup, si je dis, moi, j'ai envie de brûler 100 000 barils de pétrole, en fait, c'est plus possible, même si j'ai tout l'argent du monde, parce que l'arbitrage n'est plus monétaire. On n'a plus ce pouvoir d'achat qui est un pouvoir de faire. Et de la même manière, il y a des choses qui étaient impossibles qui deviennent possibles, des choses qui étaient possibles qui deviennent impossibles. En fait, c'est un changement de contrainte. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop la fable un petit peu de l'écologie liberticide, l'écologie des contraintes qui vient se superposer aux contraintes d'aujourd'hui. Non, c'est plutôt, on rebat les cartes, les règles vont changer. Certaines personnes aujourd'hui qui avaient énormément de liberté, principalement des personnes à fort pouvoir d'achat, dans une société marchandisée où tout le monde s'achète, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Dans une société
où le pouvoir de vivre va plutôt être lié à l'usage soutenable des ressources naturelles, ces personnes vont perdre une partie de leur liberté. Mais cette liberté va être compensée par des personnes aujourd'hui qui sont forcées de sous-consommer parce qu'ils ont un très faible pouvoir d'achat, et non seulement de sous-consommer, mais de surconsommer les pollutions d'autres parties de la population. Eux vont gagner en liberté, d'une certaine manière. Donc, il ne faut pas voir ça comme un ajout, mais plutôt juste comme une réorganisation du jeu économique. Et c'est pour ça... pas forcément. Parce qu'à chaque échelle, c'est la différence. Tu prends juste l'échelle d'une entreprise, de dire, OK, le avant et le après, il ressemble à quoi ? Aujourd'hui, tu as l'entreprise type, qui est une entreprise donc privée, à but lucratif, où il y a donc les moyens de production, pour utiliser un autre jargon marxiste, prenez ça les Suisses, qui sont possédés par une personne qui a le droit légal de distribuer les dividendes, enfin le surplus de l'activité de production à des individus. Ça, c'est un modèle légal d'entreprise qui a été inventé à un moment donné dans l'histoire, qui était niche même et qui s'est généralisé à partir de après la révolution industrielle. C'est pour ça qu'on appelle l'ère capitaliste. Aujourd'hui, la plupart des entreprises sont comme ça. Mais si d'un coup, tu regardes une autre entreprise, donc là, on reste sur la même échelle, hein. C'est pas un ordre qui vient de l'État, c'est pas quelque chose qui vient de la nature humaine. C'est juste une entreprise qui existe aujourd'hui parallèlement à ces entreprises capitalistes, peut-être dans l'économie sociale et solidaire. Je peux mentionner peut-être les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC, qui sont des entreprises à but non lucratif. C'est-à-dire que légalement, elles n'ont pas le droit de distribuer le surplus de production à des individus. Il n'est pas attribuable individuellement, c'est-à-dire qu'il doit être donné à une fondation où il reste en possession de l'entreprise, qui est gérée avec une gouvernance participative, donc j'en avais parlé, le multisociétariat, qui va décider « trop bien, cette année on a fait un surplus, on en fait quoi ? Est-ce qu'on l'utilise pour réduire les prix des produits ? Est-ce qu'on l'utilise pour investir ?» C'est des décisions qui sont faites de manière privée ou actionnariale dans des entreprises hiérarchiques. Pareil, si on prend le budget d'une ville aujourd'hui, ce n'est pas des budgets participatifs, c'est les élus des villes qui vont décider, avec bien sûr une force de lobby des entreprises qui est très présente. Si d'un coup on fait ce qui se fait dans certaines villes, on ouvre une partie ou même la totalité du budget à un vote façon convention citoyenne où les gens peuvent prendre le temps de venir discuter de comment est-ce qu'on veut utiliser par exemple notre budget artificialisation des sols. On a un nombre très limité de mètres carrés qui va être utilisable dans chaque ville. On veut en faire quoi ? On veut une patinoire, on veut des pistes cyclables, on veut un McDo, on veut un parking. On en discute, on fait venir des experts, on compare des scénarios et on choisit. Là aussi, c'est pas quelque chose qui vient de haut. Donc je pense qu'à chaque niveau, on peut imaginer un autre protocole de prise de décision. Et quand tu les emboîtes tous ensemble, c'est là où tu as une vision un petit peu sociétale de comment ce système pourrait fonctionner. Sur une dernière partie, on avait envie de t'interroger pour sortir au-delà du cadre écologique, évidemment, qui est le cœur de nos préoccupations, mais évidemment pas que. On se posait la question de est-ce que le cinéma, dans un monde face à des bouleversements écologiques, bien sûr, mais des bouleversements politiques, montée de régimes autoritaires, des bouleversements technologiques, on a mentionné l'IA. Est-ce que finalement, le cinéma, et là, tu vois dans le cinéma, j'allais dire, je pense pas que ce soit le mot le plus approprié, mais une arme, ou en tout cas un outil de résistance, et voire qui pourrait aider presque de formation et qui puisse enchanter une société. J'aime bien imaginer... visionner, voir l'imaginaire collectif un peu comme un muscle. Et ce muscle, il peut s'atrophier. Quand je parlais tout à l'heure de ce qu'on appelle la thèse de la fin de l'histoire, qui considérait que le capitalisme actuel est d'une manière presque darwinienne l'aboutissement idéal des formes d'organisation économique. Donc ça, c'est un discours néolibéral, libertarien à la Thatcher, le « there is no alternative », parce qu'en fait, on a déjà le meilleur qui puisse exister. Ça atrophie notre imaginaire, parce que à quoi ça sert d'imaginer le futur si le futur est linéaire et si cette linéarité n'est qu'une continuation du présent ? La croissance, c'est ça, hein. Le futur, c'est aujourd'hui, mais en plus gros. C'est pas ouf, il n'y a pas de changement qualitatif. Alors, notre imaginaire collectif, il s'atrophie et on arrive au point, avec cette belle phrase que j'adore citer, où c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Et faites l'exercice vous-même.
fin du monde. Enfin, moi, je suis un grand fan de films de zombies, de films catastrophes. Enfin, je veux dire, on a quand même imaginé Sharknado, quoi. Enfin, on est... T'imagines un peu le degré de créativité de se dire comment est-ce qu'on va... Ouais, va y avoir une tornade qui va soulever de l'eau avec des requins, ça va les lancer dans New York. C'est ouf. Et on n'est pas foutu d'imaginer un monde où on partagerait ces machines à laver, quoi. Donc là, il faut qu'on le muscle, et à partir du moment où on le muscle, oui, je pense que ça peut être un outil de réenchantement, un outil à la fois de lutte, enfin un outil d'utopie. L'utopie, moi, c'est un mot que je défends. Je pense que c'est pas une insulte, l'utopie, d'où ça vient. Vous vous souvenez sûrement de l'utopie de Thomas More, hein, donc l'invention du mot, hein, au début du XVIe siècle, où c'est Thomas More qui écrit son petit livre, un peu comme Voyage en Bizarchie, où il décrit une île qui n'existait pas. Et cette île imaginaire où les gens vivent en travaillant beaucoup moins, en faisant plus de siestes, où ils sont plus heureux, où ils ont des processus participatifs, où il y a plus d'égalité, tous les trucs comme ça. En fait, ça crée un ailleurs. Ça crée un ailleurs qui te permet d'avoir une réflexion critique sur ton présent. C'est un moment de suspension. Et ça, en fait, si on arrive à faire ça, eh ben, on crée cette espèce de petite pilule rouge où tous les jours, quand je vois un 99 centimes, en fait, ça me saoule. Tu vois, je me dis, j'y avais jamais pensé, mais ça me saoule. Alain Damasio, qui est un auteur de science-fiction bien connu, dit que la fiction, c'est une façon d'ajouter du possible au réel. Tout est dit. Un homme de peu de mots. Eh ben, je vous propose que nous finissions sur cette citation qui met tout le monde d'accord. Est-ce que vous avez, oui, sans doute, des questions à poser à notre invité Timothée Paric? Si oui, levez la main et on va vous faire passer des micros. Alors, je dis ça, mais c'était peut-être... Ah oui, on n'a pas de micro. Ah, si. Ça arrive. Pas du tout. Ok. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette petite présentation. Je vous remercie aussi pour votre dernière phrase qui va me permettre de lancer ma question. Vous parliez des 99 centimes et du fait que le cinéma doit être vecteur d'imagination, en tout cas de monde des possibles pour son public. Je prends une petite respiration 2 secondes. Par exemple, est-ce que c'est pas un petit peu difficile et pour le coup utopique d'imaginer que le cinéma puisse l'être quand par exemple il y a des films comme 99 francs qui dénoncent la publicité pour ensuite avoir un Jean Dujardin qui fait des pubs pour Nespresso? Est-ce que finalement le capitalisme n'est pas trop ancré dans ce mode de production-là et qui du coup empêcherait en fait de véritablement entendre ce discours? Et j'aimerais rebondir aussi sur le fait que peut-être il n'y a pas de film utopique parce que les productions, ou en tout cas peut-être même les pouvoirs, on pourrait le dire, auraient peur de ce que ça pourrait soulever chez les spectateurs. Pour autant, il y a plein de films dystopiques qui existent et personne ne prend les armes, il n'y a pas de révolutionnaire, alors qu'on est tous du côté des Jedi, par exemple dans Star Wars, qui est une dystopie politique dont on pourrait faire un parallèle actuel à la politique environnante. La première partie de votre question, vous voulez dire que si Jean Dujardin fait de la publicité pour Nespresso, ça invalide le récit qui est proposé dans 99 francs? Eh ben, ça peut beaucoup discréditer justement les personnes qui iraient voir ce film en se disant oui, c'est vrai que c'est pas bien, et puis ensuite, oui. Il se fout un peu de notre gueule, celui-là. Ouais. J'ai eu la même réaction hier. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez de la campagne des dévendeurs de l'ADEME. Vous aviez vu ça? Et donc, c'était tout le temps le même acteur dans la campagne des dévendeurs. Donc, super campagne. Et là, hier, je l'ai vu dans une autre pub où il fait genre un vrai vendeur. Et je me suis senti vachement trahi, tu vois. Putain, mais mec, t'étais frère, pour dévendre, quoi. T'étais de notre côté, quoi. Mais instinctivement, sans trop y avoir réfléchi, je pense que à partir du moment où tu crées un objet culturel, enfin, le film 99 francs fait toujours le taf quand tu le regardes de créer cette espèce de raviver un esprit critique. Et peut-être que, oui, bon, les gens qui sont dans le monde du cinéma et dont c'est le métier se retrouvent dans un milieu hautement marchandisé où on parle même pas juste du marchandisation du film, mais du marchandisation d'eux-mêmes et de leur image. Et ils font face à des contraintes. Et c'est pas pour les attaquer ou les défendre. Je pense que quand même, à partir du moment où tu fais un film qui arrive à juste créer un petit espace utopique, c'est déjà ça. Après, bien sûr, est-ce que les films tout seuls vont nous permettre de créer une révolution? Je pense que ça serait assez naïf
de le penser. C'est la conjonction de beaucoup de choses. Moi, c'est juste créer ce dérangement. Tu vois, il y a un mot en anglais que j'aime beaucoup, c'est estrangement. Tu vois, ça vient de strange, un peu bizarre, et ça se transforme, tu vois, en adverbe de se dire, je sais pas si c'est un adverbe. Alors, estrangement, tu vois, tu rends quelque chose bizarre. Avant, c'était pas bizarre, tu faisais tes cours, tu étais là 2,99, 14,99, et après ça, tu as été pilule rouget, et tu regardes l'étiquette et tu te fais Et en fait, on a besoin aujourd'hui de nous bizarrifier, de bizarrifier le capitalisme et ces choses-là. Et ça, je pense que ça se fait étape par étape. Parfois, tu lis juste un bouquin et ça va bizarrifier un petit truc. Et tu gardes ça avec toi. Et tu lis un autre truc, un autre petit truc. Et aujourd'hui, on a besoin d'accumuler. De la même manière où notre muscle dystopique, il est ultra musclé. Après plusieurs saisons de Black Mirror, enfin de SF, les trucs qu'on a sur l'IA, la Companion, enfin c'est ultra bien développé. Tu vois, maintenant, n'importe qui va souvent au cinéma arriverait à écrire un scénario de SF qui aurait fait vraiment, qui aurait remporté des prix à l'époque. L'IA pourrait le faire d'ailleurs, parce qu'elle a suffisamment de matière dans les films qui existent pour l'étudier et pour en proposer d'autres. Donc imagine si on était revenu à l'époque et au lieu de muscler notre capacité dystopique, on avait musclé notre capacité utopique. Aujourd'hui, tu demanderais à n'importe qui dans la rue d'imaginer justement les questions que vous me posez aujourd'hui et il donnerait des réponses 20 fois plus sophistiquées avec plein d'idées. Donc moi, je pense ce monde, il peut exister. Donc il faut plus voir ça. Il faut à la fois rattraper un retard et aussi faire attention au contre-pouvoir. C'est-à-dire que tu as complètement raison, et t'en parlais tout à l'heure, de se dire il y a des pouvoirs industriels, financiers, qui en fait ont intérêt à maintenir le status quo. Et donc ils vont créer des récits, comme des récits pour maintenir ce status quo. Et donc, si tu crées un contre-récit, mais que ton contre-récit il est contré par 300 autres récits, ça va pas fonctionner. Mais moi, il y a juste une histoire. Il y a une petite histoire qui me donne de l'espoir. Il y a un livre qui est un peu considéré la Bible des libertaires ultra hardcore, qui s'appelle Atlas Shrugged, un livre de 1954 d'une philosophe qui s'appelle Ayn Rand. Tu lis ça, c'est en gros, c'était le livre préféré de Margaret Thatcher. Enfin, t'imagines, c'est vraiment, c'est genre vraiment la philosophie d'Elon Musk. Enfin, j'essaie d'imaginer Margaret Thatcher en train de kiffer lire un livre, tu vois, en disant putain, mais c'est génial, il n'y a pas de service public, tous les pauvres on les nique, mais c'est génial. Le scénario du film Atlas Shrugged, vous savez, Atlas, c'est celui qui porte le monde sur ses épaules. C'est l'histoire. En français, ils l'ont traduit par la grève. Un jour, en fait, tous les start-upers, les investisseurs ou quoi, ils décident, bon, on en a marre de cet état, de ces gens qui veulent pas bosser, et donc ils se cassent et ils créent une société imaginaire, genre un peu dans l'espace. D'un coup, ils font grève. Et ils détruisent tous leurs trucs, genre ils brûlent leurs champs de pétrole, ils détruisent leurs bâtiments et tout, et ils se cassent d'un coup. Tous les artistes, tous les pianistes, je sais pas quoi, c'est la grève. Et tu vois, et nous autres, pauvres sangsues de ces brillants capitalistes, nous nous retrouvons bien dans la panade. Mais attends, donc pour en venir à l'histoire, le truc c'est qu'il a été adapté au cinéma, genre 3-4 fois ce film. Et là tu te dis en fait, ils ont énormément de moyens ces gens, donc ils vont te faire un truc de ouf. Et en fait les films, ils sont claqués au sol. Mais t'as pas idée, moi je les ai regardés, j'ai même pas réussi à aller jusqu'à la fin tellement c'est nul. Et donc ils ont pas réussi en fait à créer cette espèce, à véhiculer, alors que ouvertement il y a eu des groupes de travail, maintenant c'est très bien étudié, qui ont essayé depuis des décennies en fait de créer un récit qui pourrait rassembler les foules. Vraiment un récit, un produit qui puisse être véhiculé, et ils n'ont pas réussi. Donc ça montre que c'est difficile, mais ça montre aussi que c'est pas tout le temps David contre Goliath. Mais ce qui est intéressant, je trouve, et après on passe à une autre question, mais dans la question, c'est aussi l'idée de la cohérence. C'est-à-dire qu'un récit n'a de... Entre guillemets, on accepte de recevoir un récit comme étant légitime si son émetteur a une certaine cohérence. Moi, je sais que j'ai vécu ça au moment où on a fait Demain avec Mélanie, justement, puisque les acteurs et les actrices d'une certaine notoriété ont l'habitude de faire de la publicité, souvent. Et donc, on avait souvent ces conversations-là. On me disait, non mais celle-là, je peux la faire, hein. C'est une BM électrique. Et je lui disais, bah non, parce que tu comprends bien qu'en fait, là, on est en train de faire un film qui raconte que le consumérisme, c'est le problème. Donc, si tu fais une pub, même si c'est pour une BM électrique, au-delà même que la blonde sur la BM, je trouve que c'est très mauvais goût, mais tu peux pas faire ça. Il me disait, ah ouais, quand même, ouais, putain, c'est chiant ton truc là. Tu te rends bien compte là. Et en fait, je suis d'accord avec ça. Moi, le jour où j'ai vu Bob Dylan faire une pub pour HP,
je me suis dit, il s'est foutu de ma gueule tout le temps, en fait. C'est-à-dire, toute la cohérence que je trouvais dans l'œuvre, dans les chansons hyper engagées, etc., je me dis, tout ça vole en éclats. Parce que c'est ça qu'ils achètent, en fait. Pardon. Hein, mais... Qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Merci beaucoup. Monsieur. Merci beaucoup. Enchanté. Un collègue. Effectivement. Auteur de romans utopistes. Ma première question, en fait, c'est par rapport au modèle de financement. Parce que, en fait, j'ai l'impression que vous avez un peu caricaturé la façon dont le cinéma est financé. Parce qu'il y a quand même le CNC. Et il y a une autre chose, c'est qu'en fait, les gens votent pas seulement par rapport à l'achat d'un ticket pour un film, mais c'est que maintenant, il y a énormément d'abonnements. Donc ça veut dire que même un petit film, les gens peuvent aller le voir sans payer en plus pour ce petit film. Donc je pense que ça peut changer pas mal de choses. Voilà, donc je sais pas, une réflexion par rapport à ça. Juste sur cet aspect-là, ce dont on parlait, c'était plutôt de la fabrication du film. C'est-à-dire que l'avance sur recette, ça existe, mais c'est toujours une partie qui est quand même relativement marginale du financement global du film. L'essentiel du financement, la plupart du temps en tout cas, sauf si c'est effectivement des films à petit budget, il vient de distributeurs, il vient de chaînes de télévision. C'est eux qui mettent l'essentiel de l'argent, et donc c'est eux qui ont le pouvoir de flécher, malgré tout, la décision. Mais même réglementairement, l'argent privé doit être majoritaire dans les investissements. Alors peut-être qu'on a caricaturé, je ne sais pas exactement à quoi vous faites référence, et c'est possible, mais en tout cas, l'argent public, en termes d'investissement dans un film, ne peut en aucun cas être majoritaire. D'ailleurs, les pouvoirs publics, que ce soit les régions ou le CNC, à travers qui sont des aides sélectives, veillera systématiquement à être largement minoritaire dans les investissements d'un film. Et après, donc là, je pense qu'on parlait à la fois de la production et vous parlez aussi de la consommation, qui effectivement, peut-être à travers les systèmes d'abonnement, est moins marchandisée, puisqu'on ne paye pas à la consommation. On paye un abonnement. Donc effectivement, est-ce que c'est un modèle de démarchandisation, même si c'est pas une valeur zéro et ça reste économique, parce que de toute façon, on alimente un catalogue, etc., etc. Mais est-ce que le système d'abonnement, c'est peut-être là-dessus est-ce que vous aviez une question en particulier sur le système d'abonnement ou... Non, je pense que ça peut changer un peu la donne. C'est pas inintéressant. Le rapport à l'œuvre. Oui, c'est vrai que c'est je pense, une première étape déjà, quand tu as un abonnement, c'est vrai qu'il y a des films moins lucratifs qui peuvent survivre, un peu comme les prix inégaux, où il y a des gens avec un faible pouvoir d'achat qui peuvent avoir accès aux produits grâce aux gens avec un fort pouvoir d'achat qui payent plus. Donc le groupement est le groupement ultime. Enfin, quand tu groupes un secteur entier, ça devient en fait un service public. Donc je pense que c'est sur le spectre. Après, moi, je connais très peu vraiment les systèmes d'abonnement, donc je sais pas comment ça marche. Le principe de l'abonnement, c'est un peu comme le prélèvement automatique pour des ONG. Tu vois, quand t'as quelqu'un qui t'a filé sa carte bleue, en général pour 2 ans, t'es sûr qu'il va te donner tous les mois, même s'il va pas au cinéma. Donc bon, il y a quand même une logique commerciale qui est intéressée là-dedans, parce que les gens vont pas forcément. Il y en a qui sont très cinéphiles, mais il y en a qui en fait vont payer leur carte et qui vont pas y aller. Mais c'est surtout que l'inégalité, elle se situe aussi à un autre endroit. C'est-à-dire qu'elle se situe dans la publicité dont le film va faire l'objet, dans le nombre de copies. C'est-à-dire, t'as un film qui est dans toutes les salles, t'as 800 copies, tu peux le voir absolument partout. T'as vu des bandes annonces à chaque fois que t'as été au cinéma pour le voir. T'as des placards avec des affichages partout dans Paris. T'as des gens qui ont programmer des algorithmes pour que tu tombes dessus plus facilement quand tu fais des recherches pour savoir quel film aller voir. Et puis tu as des films qui ont des budgets de publicité qui sont très faibles et qui sortent sur 50 copies. Et là, tu peux avoir tous les abonnements du monde. Bon, évidemment, ça peut pondérer, mais c'est quand même difficile. Et surtout que la loi du marché est si difficile que le film qui ne fera pas d'entrée très vite sera très rapidement déprogrammé. Donc, quand bien même les gens sont abonnés, le film sera très, très peu exposé dans le temps. Il sera plus accessible, oui. J'en profite pour mentionner un petit film, d'ailleurs. Moi, c'est le film, je pense, qui encapsule le mieux l'idée de décroissance. Mais c'est un film ultra vieux, de 1973, qui s'appelle L'An 1.
de Jacques Doillon. Absolument. Et c'est un film assez low-tech, hein, c'est en noir et blanc, il n'y a pas d'effets spéciaux, mais le scénario est assez marrant. Donc on vit dans la société française du début des années 70. Et là, d'un coup, les gens, ils réalisent, bon, c'est dans la lancée un petit peu anarchiste de mai 68, ils réalisent, en fait, nous, cette société, on n'en veut plus. Donc, ils bizarrisent un petit peu leur présent et ils se mettent d'accord, ils font dans 365 jours, on arrête. On réfléchit et c'est pas triste. Exactement, slogan du film, on arrête, on réfléchit et c'est pas triste. Donc, ils font leur petite année, ils terminent, et là, ils s'arrêtent et ils réfléchissent. Ils réfléchissent, pourquoi est-ce qu'on travaille autant ? Il y a une belle scène de réduction de travail, ils se disent, en fait, pour un boulot, on va le diviser pour 5 personnes, et ils s'habillent les 5 pareils, et il y en a un, il fait lundi, l'autre mardi, l'autre mercredi, l'autre jeudi, l'autre vendredi. Bon, c'est un peu comique, il y a d'autres réflexions sur la monnaie, sur la propriété, sur les banques, mais c'est un bon film, je pense, en accès libre en plus maintenant. Et pourquoi est-ce qu'on n'a jamais fait aussi une version moderne de l'an 1 qui était, il me semble que c'était basé sur une BD même à l'époque, donc 1973, c'est fou qu'on l'ait pas fait parce que c'est marrant, tu vois, le scénario, je pense qu'il y aurait quelque chose à en tirer. On a quand même 2 autres films. On a La Belle Verte de Colin Serrault qui imagine là une société sur une autre planète, mais alors dans une décroissance extrême, et justement il se moque des humains en disant ah ouais, ils sont passés par l'ère industrielle, la surconsommation, les objets qui servent à rien, la monnaie, ils avaient des voitures, ils mouraient tous parce qu'ils marchaient plus. Et ils vivent effectivement très 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 sobrement. C'est je pense le pire cauchemar de François Langlais, et que c'est un journaliste économique sur TF1. Et on a un film qui s'appelle Captain Fantastic, qui imagine une famille qui vit dans la forêt, justement dans une sorte de relation extrême à la nature, et qui va être obligé de sortir de cette forêt parce que la mère de famille meurt, et donc les enfants doivent sortir pour aller à son enterrement et se confronter à la civilisation. Ils ne fêtent pas Noël, par exemple, dans ce film. Ils font comment il s'appelle, Noam Chomsky Day. Et ils se moquent en disant tu préfères fêter un elfe imaginaire avec un costume de Coca-Cola ou le plus grand penseur de tous les temps. Et bon, ça marche. Dans la même idée, Voyage en Mizarchi, parce qu'il y a pas mal de gens qui travaillent dans le cinéma. Honnêtement, il y a de quoi en faire une super série. Il y a plein d'idées dedans. Et alors, c'est pas du tout cucu, pour le coup. Et ça commence par une scène que je ne raconterai pas, mais qui peut faire vraiment un scandale. Et c'est un super moyen de lancer une série. Donc, il y a vraiment moyen d'en faire un truc hyper intéressant, hyper visuel et très créatif. Ça peut être très sympa. Avis aux scénaristes. Exactement. Est-ce qu'on peut... Alors, oui. Vous pouvez faire... Ah. Dommage. Bonjour, je suis là. Je m'appelle Mathieu Bonpoint, je replace d'où je parle. Je suis producteur de films depuis 25 ans. La société dans laquelle je travaille depuis 8 ans s'appelle Utopie Film. Et par ailleurs, j'enseigne un tout petit peu l'économie du cinéma à la Sorbonne Nouvelle en maître de conférence. Juste, j'ai observé, et du coup, je voulais savoir si c'était lié à la culture, mais en tout cas au cinéma, que les secteurs de lucrativité limitée, dont vous évoquiez le rapport à l'économie sociale et solidaire, ont vu naître dans plein d'autres endroits de l'économie capitaliste, puisque la nature a horreur du vide et le capitalisme sait bien répondre dès qu'il y a un besoin, à plein d'initiatives et de possibilités de création de structures dans le cadre de l'économie sociale et solidaire qui répondaient à des besoins où il y avait de la lucrativité limitée. Moi, je produis des films qui ne gagnent pas du tout d'argent, qui ne font pas du tout d'entrée. Et du coup, depuis 12 ans, j'ai créé un groupement d'employeurs au début de la nouvelle loi de l'ESS en 2010 pour essayer de fédérer des producteurs. On a essayé de lancer la production solidaire, c'est pour demain. Enfin voilà. Et ça ne prend pas du tout. Voilà. Donc je voulais savoir, je ne sais pas si vous avez un avis sur la question, mais est-ce que c'est quelque chose qui est lié au fait que cette lucrativité limitée est liée à la culture et cette marchandisation, ce qu'on a un peu évoqué sur la possibilité de... que c'est un objet de culture, que c'est à la fois une œuvre qui est compliquée, pas comme
on va dire, qui est plus compliqué à réaliser que d'écrire un livre ou de faire une peinture. Voilà, parce que moi, j'ai vraiment essayé beaucoup de choses. Après, voilà, j'y crois encore et j'essaye de produire à Utopie Film comme je peux. Mais c'est vrai que je me demande si c'est pas voilà, parce que sinon, on aurait dû voir apparaître. La seule chose que j'ai vue apparaître dans le cinéma qui a un peu marché, mais qui n'est pas une SIC ou une SCOP, comme vous évoquiez, c'est sur le principe de Agathe Film, qui est une espèce de coopérative de producteurs qui se sont cooptés entre eux pour essayer de se payer tous pareil, d'être égalitaires et d'avoir un avis sur les films des autres. C'est un peu le seul exemple qui a marché, mais qui n'a même pas utilisé le principe des SIC ou des SCOP. Et je ne comprends pas pourquoi dans le domaine du cinéma, où il y a d'auteurs, de films d'auteurs, parfois à la limite d'autres champs artistiques, pourquoi ça n'a pas pris plus que ça? Voilà. Alors, une idée. C'est un peu dense. Donc, bon, moi, je vais pas m'engager là, sur le cinéma. La réponse est je sais pas. Mais je peux faire un parallèle. Moi, j'aime bien imaginer l'économie, elle n'est pas plate. C'est plus un petit peu, elle est inclinée comme un flipper. Et donc, il y a une pesanteur. Et c'est les secteurs les plus lucratifs qui arrivent à attirer le plus de financement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'autre côté du spectre, ça assèche les possibilités pour les secteurs les moins lucratifs. Alors, je pense que vous avez raison. Déjà, d'activités, en fonction des cultures économiques, il y a des activités qui sont plus capitalo-centrées que d'autres. Si on compare, par exemple, on va dire l'enseignement, les crèches, des choses comme ça, c'est peut-être moins capitalo-centré que le milieu de la finance en termes de culture économique, même si ça peut changer. Et donc, il y a peut-être ça où le cinéma, je ne sais pas, peut-être que c'est quelque chose qui est tellement capitalo-centré que c'est difficile, mais je pense aussi qu'il y a aussi cette force où, à partir du moment où on sort du modèle lucratif, eh ben, on s'auto-assèche parce qu'on monte la pente et malheureusement, on lutte de plus en plus contre la pesanteur. Et c'est pour ça que nous, quand on parle, par exemple, de traiter contre la prolifération des énergies fossiles, où on se dit, bon, comment est-ce qu'on va faire pour arrêter les énergies fossiles? On se dit pas, tiens, il va falloir soutenir les petites coopératives d'énergie renouvelable. Non, on va dire, on va interdire la lucrativité du fossile. Et là, dans le cinéma, je ne sais pas du tout si ça s'applique. Mais on pourrait, avec des instruments, aussi se dire, pour pouvoir libérer en fait un pouvoir d'agir sous la forme de financement, et c'est pas que de l'argent le financement, c'est un accès à des actrices, des acteurs, à des talents, à des ressources, à des scènes, des choses qui sont peut-être monopolisées par ceux qui se retrouvent à capter le gros pouvoir d'achat, en fait, de leur mettre des bâtons dans les roues, ça vient libérer, créer un espace un petit peu pour les autres. Et là, très clairement, aujourd'hui, la transition écologique, moi je la vois beaucoup plus comme une question d'exnovation, c'est-à-dire de se dire il faut faire sortir certains trucs. Il faut interdire, c'est pas le mot, il faut placer des contraintes sur le rythme d'extraction des énergies fossiles. Et ensuite de ça, ça va permettre en fait de créer un espace, par exemple pour des coopératives à lucrativité limitée d'énergie renouvelable qui aujourd'hui n'arrivent pas à fonctionner parce qu'elles sont pas compétitives. Alors bien sûr, je sais pas s'il y a une notion de compétitivité dans le cinéma et qu'est-ce que ça voudrait dire, mais peut-être que si on arrive à pas taper sur, mais en fait imposer des nouvelles contraintes biophysiques et sociales aux grosses boîtes de production qui bénéficient en fait d'une sorte de subvention invisible, comme c'est le cas pour les entreprises extractives, et là d'un coup, vu qu'elles se retrouvent désavantagées, en porte-à-faux, ça va créer un avantage pour d'autres boîtes de production. Aujourd'hui, typiquement, il y a une prime à avoir beaucoup d'argent, et donc c'est exactement le mécanisme que tu décrivais tout à l'heure. Plus ils ont d'argent, plus ils ont de moyens, mais des moyens qui ont un coût écologique. Si la comptabilité devient liée à la question de l'utilisation de l'extraction des ressources, etc., effectivement, tu as plein de studios américains qui vont être assez emmerdés et qui vont se retrouver presque à égalité avec des gens qui aujourd'hui ont peu de moyens et qui ont des contraintes qui se répercutent sur la désirabilité supposée de leur film, c'est sûr. Merci beaucoup. Je m'appelle Trésor Kazama. Je suis burundais. Et pour vous raconter une petite histoire, j'ai rencontré M. Pariquet à l'Université de la Terre. C'était en 2022, je pense, dans une conférence qu'il a donnée. Et vous avez évoqué à cette époque un mot qui m'a particulièrement touché, qui est le Ubuntu.
Ubuntu, qui est Ubuntu. Ubuntu dans ma langue, c'est un mot des plus banals dans ma langue. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est une des philosophies dans laquelle les personnes dans mon pays vivent banalement, qui s'approche un peu de ce monde byzantin dont vous racontez. Et j'aimerais vous raconter une petite histoire de ma grand-mère. Par exemple, ça va faire au moins 10 ans qu'on la supplie pour installer de l'électricité dans sa maison. C'est ma grand-mère, tout comme une centaine de grand-mères de sa génération. Et la réponse qu'ils donnent, ils nous disent « Non, mes enfants, on ne veut pas de l'électricité. On n'a jamais vécu dans une maison avec l'électricité le soir. Parce que si Dieu avait voulu que nos maisons ou qu'on vive éclairées la nuit, il aurait éclairé la journée 24 heures sur 24. » Ça, c'est l'une des anecdotes. Et une deuxième anecdote, c'est que dans ma culture, on a des travaux qu'on appelle ikiwili. Ikiwili, pour vous résumer, c'est par exemple, moi j'ai un champ qui a besoin d'être élaboré. Aujourd'hui, tous les gens de mon village se mobilisent, ils viennent élaborer mon champ. Demain, ça sera chez Pariquet. Après-demain, ça sera chez une autre personne. Et dans cette culture, des personnes qui ont des moyens, ils peuvent se substituer en donnant des moyens. Par exemple, un ouvrier coûte 2000 francs bout de la journée. Si moi je suis malade ou si j'ai des moyens, je peux me dispenser de ces tâches en payant. Et tout comme ma grand-mère et les personnes de sa génération peuvent se permettre ou qui ont des enfants qui peuvent leur donner les moyens pour contribuer financièrement, souvent on insistait en lui disant « Mais grand-mère, t'es âgée, t'as fait ça toute ta vie, il est temps de te reposer. Tu peux te substituer en donnant l'argent ou en donnant une autre personne ou en envoyant une autre personne. » Et il nous répondait toujours par une phrase qui, jusqu'à maintenant, me guide. Il me disait « Non, mon fils, l'outil qui cultive l'humanité et le bien-être et le bon vivre ensemble, c'est les jambes. Tu te déplaces, tu vas chez l'autre. Même si je ne peux pas aider physiquement, même si je peux pas faire grand-chose, mais je suis avec les autres. » Pourquoi je rappelle cet extrait? C'est pour vous dire que ce monde de Byzanterie existe ailleurs. Il a existé. Monsieur Timothée en a parlé en disant il fut un temps ce genre de mode de vie existait, mais aujourd'hui ça existe encore et c'est encore plus important pour les personnes. On parlait en mettant un peu en liaison avec l'importance de raconter des récits pour les personnes qui font du cinéma. Bougez, prenez les avions, prenez l'avion ou le bateau. Mais partez, allez dans d'autres endroits, allez vers les autres cultures. Regardez, il y a de très belles manières, une autre manière du monde de vivre et de... Voilà, c'était un peu ma contribution. Merci. Non, c'est parce que j'ai fait ça. Merci beaucoup pour ça. Et effectivement, je ne sais pas si tu veux en dire un mot, mais il y a énormément de récits. La grande force du capitalisme, tu parlais tout à l'heure de Margaret Thatcher, du Tina, There is no alternative, ça a été d'écraser les autres récits. Et c'est la force aussi des impérialismes de façon générale. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, par exemple, en France, on a une idée extrêmement biaisée de ce qu'étaient les Gaulois, les Celtes, qui en fait est un récit qui a été propagé par les Romains, qui, ayant conquis le territoire, avaient tout intérêt à raconter que les personnes qui avaient été conquises étaient des sauvages. C'est une façon de donner une forme de légitimité à la conquête, qui est on vient apporter la civilisation parce que ces gens, vous comprenez, étaient incapables de prendre des décisions. Il y a nombre de travaux aujourd'hui qui montrent à quel point ces visions du monde sont totalement erronées. Notamment le dernier livre de David Graeber avec son co-auteur dont je me souviens plus du nom, qui s'appelle Au commencement était, en tout cas c'est son titre français, qui retrace toute une histoire de l'humanité et qui montre à quel point, effectivement, comme vous le racontiez, dans beaucoup d'endroits du monde, il y avait des systèmes beaucoup plus égalitaires, beaucoup plus démocratiques que... comme c'était le cas en Gaule, par exemple, les gens n'étaient pas du tout des sauvages. Par exemple, en Gaule, ce qui est intéressant, c'est qu'ils passaient énormément de temps à délibérer et à discuter pour prendre des décisions.
Et effectivement, vu de l'Empire romain, ça semblait être l'anarchie, mais c'était pas l'anarchie. À chaque fois qu'il nommait quelqu'un dans une position de pouvoir, il doublait la personne pour être sûr que justement il n'y avait pas d'abus et qu'il n'y avait pas des personnes qui allaient devenir toutes puissantes. Quand ils avaient des problématiques internationales, par exemple, si un peuple devait traverser la Gaule, il signait une sorte de traité qui donnait les conditions auxquelles les gens en question devaient se conformer pour traverser le territoire. Et si ça ne marchait pas, c'était les femmes qui allaient mener les négociations. C'était les diplomates internationaux. Bon, tout ça, on n'en sait rien. Les Gaulois étaient aussi des peuples apparemment extrêmement attentifs à leur mise. C'est-à-dire qu'ils étaient très bien habillés. Il y a des récits de gens qui ont voyagé dans toute la Gaule qui disent que ce n'étaient pas du tout des gens qui étaient sales, qui étaient dépenaillés, c'était tout le contraire. Donc on voit bien qu'en fait notre imaginaire a été laminé, standardisé par des décennies de récits et parfois même des siècles de récits. Dernier exemple, on peut avoir tendance à penser par exemple qu'au Moyen-Âge, les gens pensaient que la Terre était plate et que c'est simplement à partir de Galilée que les gens se sont rendus compte que ah oui, la Terre était ronde, etc. En fait, cette histoire a été réglée depuis les Grecs, depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ. Les astronomes grecs avaient parfaitement identifié que la Terre était sphérique. Simplement, cette histoire a été propagée par les Lumières, qui à ce moment-là se bagarraient contre l'Église, et pour prouver l'obscurantisme de l'Église, ont propagé cette histoire qui était que jusqu'à ce moment-là, les gens pensaient que la Terre était plate, ce qui est faux. Tout comme les Lumières ont laissé supposer que les principes d'égalité qui guident aujourd'hui nos sociétés viennent de là, en réalité, ils sont inspirés des Indiens d'Amérique. C'est ce que justement David Graeber raconte dans son livre. On ne sait pas tout ça. Donc, se nourrir, et c'est pour ça que je trouve que votre intervention est passionnante, se nourrir de ce qui existe un peu partout dans le monde, de ce qui a existé dans l'histoire, pour proposer des récits qui sortent justement de cette espèce de rouleau compresseur de l'imaginaire, c'est aujourd'hui un des plus grands défis qu'on a, je pense, quand on fait du cinéma et qu'on est des créateurs, des créatrices, des scénaristes, etc. On va prendre une dernière. Je voulais... Alors, quelqu'un a le micro déjà? Alors, je voulais juste passer un message très rapide. Peut-être je peux le faire rapidement et passer la... Absolument, ouais. Je vous en prie. En fait, moi, je suis réalisateur d'Utopie écologique, donc qui sont des courts-métrages qui montrent la vie dans des mondes décroissants. Et c'est juste pour vous dire qu'avec Christian, on a réalisé La Voix de l'Orchidée, qui est un film qui sort dans quelques mois, inspiré du film Ralentir ou périr de Timothée Paric. Et moi, j'ai déjà sorti Un autre monde est possible, que vous pourrez retrouver sur YouTube. Et voilà, c'est juste pour dire que ça existe un peu, c'est en train d'apparaître petit à petit, et voilà. Et je peux peut-être, si quelqu'un a une dernière question. Alors, je crois qu'il y avait... Derrière vous, effectivement, au fond, qui est-ce qui voulait poser une question? Voilà. Tout au fond, regardez, levez votre main, laissez votre main levée. Vous pouvez relever votre main, la personne qui voulait poser une question. Voilà, là, regardez devant vous. Ah, il y a quelqu'un qui a pris le micro entre-temps. Bonsoir, je me demandais en fait s'il y avait des moyens d'évaluer l'impact des films ou documentaires, séries sur les spectateurs, parce que récemment j'ai regardé un documentaire sur Hayao Miyazaki qui disait à un moment, c'était assez tragique, il disait qu'il avait toujours voulu un peu changer le monde, ou en tout cas avoir un impact positif, et il se rendait compte que en fait ça servait à rien. Enfin, je pense qu'il était un petit peu dans un moment très défaitiste quand il disait ça, et moi je suis persuadée que c'est pas le cas. Mais je me demandais s'il y avait quand même, voilà, je sais pas, des études, des moyens vraiment d'évaluer de manière concrète quel est l'impact des films, de la fiction, etc. Il y a quelques chercheurs qui se penchent sur l'impact des représentations visuelles, beaucoup en art visuel, donc sur la peinture. Mais c'est exactement un chantier que Cut veut explorer. Et alors, pas en termes de recherche académique, mais il y a des outils qui existent, qui ont été développés notamment par l'Observatoire des imaginaires, qui sont des grilles d'analyse et qui essayent mais donc il y a tout un enjeu méthodologique justement de comment on mesure l'impact et à quel horizon de temps, etc. Mais en tout cas, nous, c'est une mission qu'on a envie de mener et à laquelle on est vivement en train de réfléchir. Pardon, je crois qu'il y avait une dernière question. La toute dernière qui était tout au fond. Cette main qui se lève par intermittence.
Non, mais je suis très gênée parce que c'était pas une vraie question en fait. C'était juste une intervention. L'avant-dernière question, justement, elle est complètement dans le sens de ce que je pensais. En fait, on est tous venus sur le sujet de réduire, ralentir, résister. Et en fait, l'avant-dernière question nous a tous un peu rassemblés. Et c'était un peu le 4e R qui manquait, mais qui est toujours là, avec demain, c'est tout à fait l'esprit. Et en fait, si on rassemble des scénarios, des scénaristes, on est là tous pour raconter justement une histoire. Et en fait, là maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est comment continuer à rassembler sur des questions qui rassemblent ces 3 autres R. Et en fait, ce que je trouvais juste super intéressant, c'est que cette question, Cyril, vous a fait développer le champ lexical de l'imaginaire, ce que vous avez. Et en fait, on a complètement basculé dans le débat pour aller justement toucher à ça, le rêve, le 5e R. Et je pense que, c'était pas une question, mais c'était juste une jolie observation sur le fait qu'il fallait pas oublier ça. Merci beaucoup. Merci. Désolée, je vois que d'autres avaient envie d'intervenir, mais nous sommes pris par le temps. Merci pour votre écoute active. Merci pour votre résistance à la température. On se retrouve bientôt pour une prochaine conférence Cut. Et évidemment, merci Timothée pour ces témoignages passionnants. Merci et à bientôt. Et on vous redit juste que, effectivement, si vous voulez participer à tout ça, il existe des peut-être vous le savez déjà parce que vous connaissez Cut, mais il existe des ateliers de travail, des groupes de travail, à la fois sur les récits, à la fois sur la réduction de l'empreinte écologique des films, des séries, enfin des objets audiovisuels, et sur la diffusion. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site ou discuter avec certains d'entre nous ce soir pour participer à ça. Merci d'avoir été là. Et n'hésitez pas, évidemment, à adhérer à l'association. Vous serez les bienvenus.